bien, écoutez, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Il est un peu plus de 8h30. Donc, bienvenue à ce premier rendez-vous de l'économie politique. Alors, avant de présenter François, je voudrais simplement dire quelques mots sur notre démarche. Hein, ça me semble important. Alors, comment est née cette idée de créer ce rendez-vous de l'économie politique? C'est que depuis une vingtaine d'années, le champ de l'économie politique a complètement été déserté au profit d'une doxa, si je puis dire, néolibérale, appuyée sur l'économie quantitative. Et c'est particulièrement le cas, je crois, en zone euro, où les questions relatives au taux de change, au protectionnisme, à l'efficacité de la politique monétaire, à l'inflation également, sont devenues complètement tabous. Et donc le rôle, justement, l'ambition des rendez-vous de l'économie politique, c'est d'ouvrir le champ de la réflexion sur ces sujets. Et je crois que l'actualité nous aide, parce que depuis 2 ans maintenant, eh bien, on assiste à un véritable retour de stratégie de puissance dans l'économie mondiale, avec l'élection du président Trump, le Brexit, également la crise de la zone euro. On s'aperçoit que finalement les plaques tectoniques de l'économie mondiale commencent à bouger. Eh bien, l'ambition que nous avons avec ces rendez-vous de l'économie politique, c'est de donner la parole à tous ceux qui sont économistes, historiens, géographes, sociologues, qui peuvent nous aider à comprendre cette réalité et à enrichir nos stratégies d'investissement. Parce que ça concerne également directement les investisseurs, puisque, vous le savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir une bonne analyse boursière sur une obligation d'entreprise ou en termes d'allocation d'actifs. Elle est balayée en quelques séances par un tweet de Trump ou par une révision des anticipations de politique monétaire. Voilà. Alors, le format est volontairement court, c'est 1 heure. Hein, on commence à 8h30. Hein, la prochaine fois, ça va être vraiment 8h30 pétante, parce que certains d'entre vous sont arrivés beaucoup plus tôt, nous ont fait cette amitié. Ça se termine à 9h30, peut-être un peu plus, avec des questions-réponses à l'intervenant. On aura effectivement plusieurs intervenants. C'est François de Givry qui nous a fait l'amitié d'ouvrir ce premier rendez-vous et qui va nous accompagner tout au long de l'année au cours de ces réunions. Alors, un mot sur François, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je crois que la meilleure façon de le présenter, c'est de dire qu'il y a, je crois, en économie 2 écoles. Il y a l'école mécaniste et l'école organique. Alors, les économistes de la première école voient dans les phénomènes économiques des molécules qu'on peut mettre dans un système informatique, si je puis dire, et qui ne s'intéressent, je dirais, qu'à ce qui est susceptible d'un traitement quantitatif et mécanique. Et ils sont la majorité. Les autres s'intéressent à la réalité concrète, mouvante, au milieu social, politique, économique, historique, religieux, culturel, dans lequel les hommes sont plongés. Et plus rares encore sont ceux parmi cette minorité qui ont une expérience de marché et qui sont sensibles aux problématiques rencontrées par les investisseurs. François est de ceux-ci. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'il ait accepté d'animer ces rendez-vous et d'ouvrir la séance. Un dernier mot. Je crois que c'est important de le signaler. François n'a pas souhaité être directement rémunéré, rétribué pour l'aide qu'il nous apporte. Il a souhaité que nous fassions en revanche un don à des œuvres d'intérêt général, mais d'impact local. Je crois que c'est important également de le signaler. Voilà. Merci et merci d'être là. Écoute, merci mon cher Emmanuel. D'abord, merci à tous d'être là parce que nous sommes à quelques jours de Noël. Beaucoup d'événements sont intervenus. Les marchés ne sont pas particulièrement faciles en ce moment. Et donc, le fait que vous soyez mobilisés ce matin pour ce premier rendez-vous est une marque d'affection qui me touche particulièrement. Je remercie également Emmanuel de m'avoir confié cette mission parce que c'est vrai que le champ de l'économie politique est un champ qui m'intéresse beaucoup et qui a été effectivement déserté pour des raisons qui sont multiples et que nous n'allons pas évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, pour commencer ce premier rendez-vous, je pense que, et qui j'espère va déboucher sur beaucoup de rendez-vous, je pense qu'il faut se faire confiance et il faut être assez honnête dans la démarche. Et mon honnêteté commencera par une forme de coming out qu'il me faut vous réaliser devant vous, en public, chose à laquelle je ne suis pas très habitué, et qui concernera essentiellement 2 personnages.
Un premier pour lequel j'ai, je dirais, une affection coupable, qui est Marx. Et c'est important d'expliquer pourquoi aujourd'hui on peut avoir une affection coupable pour Marx et que cette affection coupable est probablement malheureusement oubliée. Alors Marx est un économiste sans aucun intérêt. Il a pompé Ricardo qui avait pompé Aristote. Il n'a apporté strictement aucune valeur ajoutée, c'est le cas de le dire, dans le débat économique. Mais Marx est un sociologue et un prophète. Marx est le premier qui a transcendé le débat assez dualiste entre des conservateurs et des progressistes, entre la droite et la gauche, entre des capitalistes et des socialistes, entre Platon et Aristote, qui a transcendé le débat qui avait toujours existé dans l'histoire, un débat entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. Pour la première fois, Marx arrive et dit « Non, excusez-moi, je vais vous expliquer le monde tel qu'il sera ». Ça, c'est merveilleux. La pyramide que Marx crée, qui est une pyramide, et je ne vais pas vous faire un cours d'économie politique autour de Marx, hein, rassurez-vous, qui est une pyramide autour d'une construction qui s'appuie avant tout sur de la sociologie et qui ne se sert de l'économie que pour démontrer que cette pyramide va amener nécessairement le système précédent capitaliste à sa chute, parce que ce système contient en lui-même les éléments structurants de sa chute. Ça, c'est une pyramide d'une puissance, d'une force absolument extraordinaire et qui n'a aujourd'hui rien perdu de sa pertinence. Confère le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi elle n'a rien perdu de sa pertinence? Parce que le système capitaliste est suffisamment con pour avoir refusé de continuer à lire Marx. Ou plus exactement, pour le lire extrêmement mal, en disant oui, « Marx est un économiste sans aucun intérêt, ne voulez pas ». Et de toute façon, la plupart des gens qui lisent Marx aujourd'hui ne le lisent pas réellement et ne le connaissent pas. Pourquoi la pyramide de Marx ne s'est pas réalisée? Parce qu'effectivement, Marx, dans ses différentes intuitions, a manqué une étape extrêmement importante, c'est la capacité d'innovation, je ne vais pas dire progrès, le mot ce ne serait pas tout à fait pertinent de mon point de vue, la capacité d'innovation absolument extraordinaire du système capitaliste. Laquelle capacité d'innovation a permis de dégager de manière régulière et forte des gains de productivité qui, dans l'essentiel de l'histoire capitaliste, ont été relativement bien répartis entre le capital et le travail. Notamment dans l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses en France, c'est une merveilleuse répartition des gains de productivité. Alors, changeons un peu le terme, appelons ça la valeur ajoutée, hein, c'est pas plus mal. Mais depuis 30 ans, cette valeur ajoutée est principalement, je vais parler de l'Europe, ou exclusivement, je vais parler des États-Unis, versée au capital. C'est idiot, c'est objectivement idiot. Il est idiot que des sociétés, pour prendre un exemple dans le domaine du luxe en Europe, qui ont des marges absolument extraordinaires, payent dans les pouilles des ouvrières italiennes qui travaillent à domicile l'équivalent de 2 € de l'heure. C'est idiot, c'est au sens propre du terme idiot. C'est-à-dire des gens qui sont capables de monter des systèmes économiques intéressants, des unités de production, etc., ne vont pas jusqu'au bout de leur logique. Et donc cette pyramide de Marx, qui est encore une fois une construction merveilleuse, depuis 30 ans, notre système capitaliste, ce système aussi intelligent, s'applique avec constance à lui redonner toute sa gloire. Fantastique. Alors, je vous ai dit que j'avais 2 coming out à vous faire. Effectivement, le premier, c'est Marx. Et c'est toujours quelque chose qui m'a toujours fasciné. Marx est mort un 5 mai 1883, paix à son âme. Et je ne sais pas si certains d'entre vous sont bouddhistes ou croient à la réincarnation, peut-être. Moi, je ne suis pas particulièrement, enfin plus exactement, je suis hésitant sur la question. Je n'ai pas de philosophie formée. Voilà. Mais certains, qui sont plus compétents dans le domaine que moi, et avec qui je discutais, disent que le processus de réincarnation, qui est mal connu, hein, encore une fois, pourrait se concrétiser au bout d'environ 1 mois. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein, voilà. Et alors, 1 mois après le 5 mai 1883, nous arrivons au 5 juin 1883. Et 5 juin 1883 naît le plus grand économiste
hétéro du XXe siècle, John Maynard Keynes. Alors je vois qu'il y en a certains qui ont une certaine connaissance de M. Keynes, et je voulais dire hétérodoxe. Hétérodoxe parce que Keynes, et c'est le second coming out qu'il va falloir que je fasse, si je me permettez, parce que Keynes, je dois avouer que j'ai une affinité élective avec Keynes. Voilà, vraiment. Keynes est aussi, comme Marx, et cette filiation, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, même si l'un et l'autre l'auraient probablement rejeté. Sur un certain nombre de sujets, Keynes n'était pas proche de Marx en réalité. Mais cette filiation se retrouve sous un angle, c'est que Keynes, comme Marx, est avant tout un sociologue avant d'être un économiste. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui fait que Keynes se mobilise, c'est d'une part parce que, ayant été élevé dans ce qu'il a appelé la citadelle d'ailleurs, c'est-à-dire dans le système orthodoxe, il le quitte, il devient un hérétique, je reprends ses propres termes, il devient un hérétique parce qu'il pense que le système libéral dominant possède deux caractéristiques dangereuses. D'une part, un taux de chômage structurel trop élevé, et d'autre part, une répartition des revenus trop inégalitaire. Et il pense que ces deux facteurs constituent des fragilités pour le tissu social de ces systèmes, fragilités qui débouchent, selon lui, et c'est un diagnostic qu'il forme largement avant la crise des années 30, fragilité qui débouche selon lui sur des systèmes de type autoritaire, bolchevique ou fasciste. C'est bien vu. Donc c'est pour cette raison-là qu'il va s'engager dans le débat économique. C'est pour cette raison-là qu'il va mettre son intelligence, mettre son énergie, mettre sa force de travail pour essayer de construire quelque chose qui ne va pas détruire le système comme Marx, mais qui va essayer de l'améliorer. Et Keynes, et c'est là où mon affinité élective se joue le plus avec Keynes, Keynes est l'homme qui va transfigurer, de mon point de vue, un élément économique important, et vous allez être assez surpris, il va transfigurer l'appréciation que l'on a du rôle de la monnaie dans l'économie. Vous allez me dire, Keynes, la monnaie. Oui, absolument. Keynes est l'économiste le plus important sur la notion de monnaie. Alors pourquoi la notion de monnaie a été à peu près ignorée par tous les économistes classiques, Ricardo, Jevons, etc., même Van Mies, Böhm-Bawerk, etc., même Hayek, qui a fait des théories sur les prix qui sont extrêmement intéressantes en lien avec la masse monétaire, mais sur la notion de monnaie, tous les économistes classiques restaient sur une notion qui était que la monnaie était avant tout un étalon de la valeur des échanges des marchandises. Ce qui était assez compréhensible, puisqu'ils évoluaient dans un système monétaire qui était fondé sur l'or ou l'argent, donc sur un système monétaire dans lequel l'étalon était lui-même une marchandise, et donc il n'était pas absurde qu'ils pensent que la variation de la monnaie était une question de variation de prix des marchandises. Tout ça est assez simple. Le problème, c'est que personne ne s'est posé la question du pouvoir d'achat de la monnaie au XIXe ou au début du XXe siècle. Question qui devient fondamentale lorsque la monnaie n'est plus seulement extraite du sol, mais que la monnaie devient monnaie de crédit distribuée par des banques. Là, cette question devient essentielle. Et c'est Keynes à qui revient l'honneur, dans un système qui lie monnaie et production, d'avoir démontré que le rôle de la monnaie devait s'apprécier en fonction de l'usage, c'est-à-dire encore une fois une approche sociologique, que l'individu faisait de la monnaie, et il sépare donc la monnaie en deux grandes catégories. D'une part, monnaie flux, monnaie de transaction si vous voulez, et d'autre part, monnaie stock, monnaie d'épargne. Et à l'intérieur de cette seconde catégorie, il fixe des priorités que pourrait avoir l'individu en fonction de l'usage qu'il va avoir de cette monnaie stock, soit une priorité de transaction, soit une priorité de précaution, soit une priorité de spéculation. Tout ça, encore une fois, on n'a pas développé trop longuement parce que c'est un peu de théorie, mais c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Eh bien parce que nous aurions le privilège d'avoir dans cette salle le président Trichet. À cet instant de ce discours, il serait déjà parti pour aller sur BFM TV, en pensant que le Freluquet qui vient de lui parler pendant un quart d'heure est décidément un garçon certainement peu fréquentable, qui peut penser que Keynes, c'est pas ce diable, ait pu avoir une influence quelconque sur le problème de la monnaie.
Et il serait sur le plateau de BFM TV pour expliquer que la BCE est une institution qui a vraiment tout compris à la crise de 2008, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, ils ont eu une réaction plus haute, qui n'était pas une crise européenne, donc l'influence de la BCE était en fait assez faible, passant sous silence peut-être la moins bonne compréhension de la crise de 2012 qui est arrivée par exemple à l'occasion de la remontée des taux en 2011. Mais passant sous silence surtout, un rapport assez extraordinaire qui a été publié en 2011 par la BCE. 2011, je vous rappelle, c'est 10 ans de création de l'euro, donc on fête les 10 ans, ce qui est assez normal. La BCE pond un rapport de plus de 300 pages, ce qui est également assez normal, assez laudatif bien à l'égard d'elle-même, ce qui est encore une fois tout à fait normal, pour dire que l'euro est un grand succès. Dans ce rapport qui est toujours disponible, et qui est assez intéressant, dans ce rapport, il y a moins d'une page consacrée au déficit des comptes courants à l'intérieur de la zone euro, qui va faire quasiment exploser la zone un an après. Il y a moins d'une page sur cette question qui montre que, et nous revenons à Keynes, l'euro est un succès en tant que monnaie flux et un échec en tant que monnaie stock. La problématique de l'euro, si l'on a lu Keynes, ce que personne n'a fait, la problématique de l'euro, ce n'est pas exactement de mettre les dettes en commun, c'est de mettre l'épargne en commun. D'ailleurs, sur le plan macroéconomique, parler de dette est idiot. Un responsable financier d'une entreprise, oui, a un problème de passif. Une économie globale ne peut pas avoir un excès de dette, elle peut avoir un excès d'épargne. On ne peut regarder que l'actif, pas le passif. Et la problématique de l'euro aujourd'hui, c'est que certes, nous avons un euro flux, un euro de transaction qui fonctionne très bien, et un euro stock, un euro d'épargne qui ne fonctionne pas du tout. À preuve, les différentiels de taux entre deux pays aussi importants que l'Allemagne et l'Italie. Nous n'avons pas la même épargne. L'épargne européenne, un euro d'épargne italien ne vaut pas un euro d'épargne allemand. Et tant que cette scission restera, l'Europe restera fragile, car nous serons dans une incomplétude monétaire, dans une intranquillité monétaire, pour reprendre un terme de PCA, et nous aurons cette problématique. Alors, je vous disais que j'ai cette amitié particulière avec Keynes, et c'est une amitié particulière qui est aussi extrêmement intéressante aujourd'hui parce que quand on parle de Keynes, tout le monde a en tête le grand débat qui a structuré la première moitié du XXe siècle, qui est le débat entre Keynes et Hayek. C'était deux amis, mais ils ont eu une approche économique extraordinairement différente, et notamment sur la crise des années 30. Vous savez que pour Keynes, la crise des années 30 est provoquée par une chute de l'investissement et que le remède qu'il faut apporter est donc un remède d'augmentation des dépenses publiques, mais pas vraiment uniquement, c'est surtout un remède d'augmentation des salaires parce qu'il faut relancer la demande intérieure afin que l'on puisse soutenir l'ensemble de l'activité économique et éviter les catastrophes qui se produiront d'ailleurs. Alors que pour Hayek, la réalité de la cause de la crise des années 20 et au début des années 30, c'est l'excès d'investissement, donc le diagnostic est exactement inverse, et que du coup, la conséquence de cet excès d'investissement qui est provoqué dans le diagnostic de Hayek par une politique monétaire trop expansive, les conséquences, c'est qu'il faut surtout serrer les salaires, baisser même les salaires, de sorte que la main-d'œuvre redevienne compétitive et que le taux de chômage puisse baisser grâce à cette baisse de salaire. C'est assez intéressant parce que vous voyez bien que dans la crise de 2008, ou plus exactement de 2012 en Europe, on a fait l'un et l'autre. On a balancé entre les deux. Alors ce qui est intéressant, c'est que si Hayek et Keynes revenaient aujourd'hui sur cette terre, il y a une économie qui les fascinerait, c'est la Chine. Parce qu'alors, si on a un exemple, ou plus exactement un contre-exemple hayekien qui s'est produit depuis 10 ans, c'est la Chine. Parce qu'à la réaction de la crise 2018, non seulement sur 1 an ou sur 2 ans, mais sur 10 ans, la Chine n'a fait que relancer son modèle. Encore et encore et encore et encore. Je vais vous donner un exemple chiffré, vous allez voir. Depuis 2008, dans le monde, de manière générale, il est resté 3 moteurs. Un moteur extrêmement puissant, mais quand même un moteur diesel, qui est le moteur de la consommation des ménages américains. Ce moteur, si vous prenez 2008-2018, la consommation des ménages américains a augmenté de 30% en 10 ans. Ce n'est pas remarquable, mais on parle là d'un agrégat économique
qui représente 70% du PIB américain, qui lui-même représente un quart du PIB mondial. Donc on parle d'un agrégat économique qui représente 17,5% du PIB mondial. Donc on parle d'un truc un peu lourd quand même. Donc 30%, c'est pas si mal. On a un second moteur qui est l'exportation allemande. L'exportation allemande, entre 2008 et 2018, double les exportations allemandes, au point qu'elle représente aujourd'hui 57% du PIB allemand. Je ne vais pas trop m'étendre sur l'Allemagne et sur les relations et sur la problématique que l'Allemagne crée au cœur de l'Europe, puisque la prochaine réunion que nous aurons avec un historien et spécialiste de l'Allemagne qui s'appelle Édouard Husson se tiendra en février, qu'elle sera particulièrement passionnante parce que c'est un grand spécialiste de la question, et donc je laisse un peu ce territoire à la prochaine réunion. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que ce second moteur a été appuyé en très grande partie, alors les Allemands vont dire par le fait que nous, Allemands, sommes des gens absolument merveilleux et que nous avons une capacité manufacturière exceptionnelle, nous fabriquons les meilleures bagnoles du monde, alors que ces enfoirés de Grecs ne savent faire que de l'huile d'olive. Mais la réalité, c'est que ça s'est quand même aussi appuyé sur le troisième moteur, qui a été la formation brute de capital fixe chinoise, c'est-à-dire les dépenses d'investissement en Chine, qui, elles, ont plus que triplé en 8 ans. En 2008, ces dépenses d'investissement représentaient 1500, enfin à peu près, je vous donne des chiffres. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très bon sur la précision des chiffres, que je ne sais pas faire une courbe au tableau, enfin bref, tous ces genres de choses. Donc c'est à peu près 1500 milliards, un petit peu plus, 1600 milliards de dollars ou équivalent, 2008. Nous sommes aujourd'hui à 5003. C'est quasiment 4000 de plus. Les exportations allemandes sont liées à cette dynamique chinoise. Dynamique chinoise de la formation brute de capital fixe, donc de l'équipement, donc de l'investissement, alors pas uniquement public, mais de l'investissement qui représente aujourd'hui 43% d'un pays qui n'est plus du tout un pays émergent, puisqu'il a largement émergé. Puisque je vous rappelle que le PIB chinois aujourd'hui est à plus de 12 500 milliards de dollars en PPP, là où le PIB américain est à un peu moins de 20 000. Second PIB mondial, PIB supérieur à celui de la zone euro, la Chine aujourd'hui. Vous voyez le poids que ça représente. D'ailleurs, quand on prend Chine plus États-Unis aujourd'hui, 20 000 plus 12 000, 32 000, 33 000, le PIB mondial c'est 80 000, on n'est pas très loin des 50%. Vous voyez donc que la petite incompréhension qui se produit entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui est un phénomène très sérieux. C'est un phénomène très sérieux et il est intéressant d'observer que lorsque M. Trump et l'administration américaine ont mis les premiers droits de douane sur la Chine au mois de juin, sur environ 60 milliards de dollars et à 10%, on s'est dit oh, c'est une Trumperie. Ils ne savaient pas quoi faire. Ça n'a inquiété pas grand monde. D'ailleurs, les marchés américains ont continué à monter entre juin et septembre. Je ne sais pas si vous avez observé. D'une part. D'autre part, on a dit oui, mais enfin, de toute façon, le jour où les élections de midterm américaines vont avoir lieu, le pouvoir de Trump va être affaibli parce qu'il va probablement les perdre, donc tout ça va rentrer dans l'ordre. Et puis on a dit, troisième point, bon, puis de toute façon, la Chine, si jamais il menace un peu trop, la Chine va plier parce que de toute façon, la puissance américaine est telle que, etc. Première, deuxième, troisième erreur. Ça, on commence à le payer sur les marchés aujourd'hui. Alors, dans l'ordre très intéressant. La première chose, c'est sur la Chine. La problématique chinoise n'est pas du tout aujourd'hui celle d'un pays ayant émergé sous l'ombre tutélaire de la puissance occidentale et qui souhaite continuer à se faire une place tranquillement auprès de ses nouveaux maîtres, en les servant un peu mieux qu'ils ne les ont servis, et en acceptant la réprimande, et en se courbant après, en disant « Maître, excusez-moi, effectivement, le cocktail que je vous ai servi n'était pas suffisamment dosé, vous aviez demandé un peu plus de gin, j'en ai mis un peu moins, toutes mes excuses, voici un meilleur cocktail. » Pas du tout. La problématique de la Chine est celle d'une suprématie non seulement économique, non seulement militaire, mais également idéologique. Et cette suprématie, ils veulent qu'elle soit totale pour le 100e anniversaire de la prise de pouvoir, enfin de l'installation d'un régime communiste, donc d'ici une vingtaine d'années. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si l'administration américaine a été pertinente sur ce point, mais la vraie installation de droits de douane un peu fort, vous vous rappelez, c'est le mois de septembre.
c'est là où les choses ont commencé à tourner et qu'on a commencé à se dire, tiens, là, peut-être que c'est quelque chose de plus sérieux que ce qu'on pensait. Or, le mois de septembre marque le 69e anniversaire de l'installation du régime communiste en Chine. 69e anniversaire qui n'est pas les innocents parce que depuis le mois de septembre, la Chine est le pays qui a installé le plus long régime communiste de l'histoire. Jusqu'au mois de septembre, la Russie tenait le cordon du pavé. À partir de septembre, c'est la Chine. Alors je ne sais pas s'il y a eu une correspondance. Voilà. Alors la Chine, qu'est-ce qu'elle... La Chine aujourd'hui est dans un processus économique-politique qui est un processus où elle est à la fois très forte et très fragile. On dit que M. Xi Jinping est arrivé au pouvoir depuis maintenant 4 ans et que M. Xi Jinping est effectivement tout puissant et il a changé les statuts du Parti communiste, il est président à vie, etc., etc., etc. Ça n'est pas aussi sûr que ça. Alors ça n'est pas aussi sûr pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'on voit que la purge autour des affidés d'un régime précédent se poursuit. Vous avez suivi l'histoire de M. Hongwei en France, vous savez, le patron d'Interpol, Meng Hongwei, qui a disparu du jour au lendemain, ce qui pour un patron d'Interpol quand même est un peu choquant, mais enfin voilà. Alors après on peut comprendre pourquoi Meng Hongwei était avant vice-ministre de l'Intérieur d'un monsieur qui s'appelle Zhu Yongkong, et Zhu Yongkong est un des proches de Jiang Zemin, et Jiang Zemin est un des ennemis absolus de M. Xi Jinping, car aujourd'hui s'affrontent 2 clans, en fait, en Chine. Xi Jinping, qui est l'héritier de ce qu'on peut appeler l'aristocratie chinoise, c'est-à-dire ce premier cercle autour de Mao, même si son père a été momentanément, puisqu'il a été rétabli après, a été écarté, c'est le premier cercle, ce sont les aristocrates. Ces aristocrates sont à la fois des autocrates, et ce sont des hommes d'économie planifiée. Ce sont des hommes qui ont besoin de contrôler l'économie, de la diriger et d'organiser. Ceux qui ont libéré la Chine, ceux qui ont ouvert, c'est l'autre faction, menée par Deng Xiaoping, qu'on va appeler les plébéiens, par opposition aux aristocrates. Ce sont ces plébéiens qui ont ouvert toute la Chine dans les années 20, ce sont eux qui sont les libéraux, en fait. Les plébéiens sont, si vous voulez, les plus occidentaux, entre guillemets, de ces factions chinoises, tandis que les aristocrates sont les plus conservateurs sur le plan politique. Ce sont ces libéraux qui, vous rappelez la phrase extraordinaire de Deng Xiaoping, qu'importe que le chat soit noir ou blanc, s'il attrape des souris, c'est un bon chat. C'était ça, le marché avant le dogme, la richesse avant le petit livre rouge, etc., etc. C'est ce qui a ouvert la Chine. La reprise en main par les aristocrates, au début, dans les années 2010, 2015, 2012, par ce mouvement aristocratique, n'a pas été sans un certain nombre de combats complexes. Je vous rappelle que M. Xi Jinping a dû éliminer Bo Xilai, qu'il a emprisonné à vie, pour corruption, mais enfin ça c'est un détail de l'histoire, puisque tout le monde est absolument corrompu, donc ça n'est pas que... Là. Et bien que M. Bo Xilai soit le fils de son père, ce qui arrive à beaucoup de gens extrêmement bien, qui s'appelait Bo Jibo, et qui est, alors lui, l'une des figures tutélaires absolues de l'ère maoïste. Croire que ces différentes factions, aujourd'hui, alors que la guerre qui se profile avec les États-Unis paraît être une guerre beaucoup plus importante, avec des conséquences beaucoup plus sévères, y compris sur l'économie locale chinoise. Croire que ces différentes factions vont se ranger tout à fait naturellement derrière Xi Jinping est une erreur. Le pouvoir chinois est à la fois très fort et assez faible à l'intérieur du Parti communiste. Il est très fort sur les citoyens, puisque, comme vous le savez, la Chine teste aujourd'hui un modèle de développement politique qui s'appuie beaucoup sur les nouvelles technologies, sur le contrôle de l'Internet, sur le profilage individuel, sur les caméras de surveillance, sur l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale, sur l'indotation sociale, etc., etc. Nous sommes absolument dans un monde orwellien, qui est un monde que la Chine veut imposer au monde extérieur. Je répète, qui est un monde que la Chine veut imposer au monde extérieur. Je répète encore, qui est un monde que la Chine veut imposer au monde extérieur. C'est assez important parce que, vous voyez, par exemple, vous écoutez M. Raffarin en France, « Oh, les Chinois, ils sont tellement gentils, puis Xi Jinping, je lui serre la main, puis je fais serrer mon livre, etc. » Ou Gordon Brown, en Angleterre, qui est payé directement par les Chinois, puisque maintenant, après avoir foutu en l'air
la moitié de l'Europe avec son histoire de référendum, il est donc payé par un fonds d'investissement qui s'occupe du développement des routes de la soie pour les Chinois. Donc ils ont une capacité extrêmement importante financière et d'influence, mais la réalité, c'est que ce que nous sommes en train de vivre avec la Chine va bien au-delà des problèmes de droits de douane sur les voitures, l'acier, etc., mais est exactement le cœur de la problématique, c'est de savoir quel modèle va dominer dans 10, 15, 20 ans. Un modèle qui continue à être basé sur les droits de l'homme et sur les droits de l'homme de 1948, rappelez-vous, 1948, Déclaration universelle, c'est le moment où le communisme arrive en Chine, ou un modèle assis sur les droits de l'homme nouvelle manière chinoise, qui consiste à dire, à partir le droit fondamental de l'homme, c'est le droit à l'enrichissement matériel, au détriment de tous les autres. Et donc, la première erreur que l'on fait, c'est de se dire la Chine va plier facilement face aux États-Unis. Pas du tout. La seconde erreur que l'on fait, c'est de dire en fait, cette histoire-là, c'est une lubie de Trump qui veut montrer qu'il est plus fort que les autres et qui va essayer de faire plier les Chinois. Pas du tout non plus. C'est une volonté transpartisane aux États-Unis depuis assez longtemps. Ça fait longtemps que les États-Unis ont compris qu'en faisant rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, ils faisaient rentrer le loup dans la bergerie et qu'il y avait un danger qui aujourd'hui se manifeste pleinement parce que la vraie lutte, la vraie suprématie, c'est une suprématie technologique et politique. Les Chinois veulent absolument assurer leur suprématie technologique dans un certain nombre de domaines, la technologie de l'information, aérospatiale, énergie renouvelable, etc., au détriment, bien souvent, des entreprises américaines dont ils ont volé la technologie, il faut être parfaitement clair, et c'est tout à fait connu aux États-Unis, c'est tout à fait transpartisan. Aujourd'hui que nous avons aux États-Unis une chambre qui est dominée par les démocrates, la représentante de cette chambre démocrate, Mme Nancy Pelosi, est tout à fait sur la même longueur d'onde que Trump sur ce débat-là. Donc il ne s'agit pas du tout de se dire, en réalité, nous avons une petite faction américaine qui est isolée dans ce combat politique. Pas du tout. Et en aucun cas, ce genre de choses va se résoudre dans un dîner, aussi cordial soit-il ou semble-t-il être, entre Trump et Xi Jinping. Nous avons là un combat qui est un combat, je ne dirais pas à mort, mais pas loin, entre deux grandes puissances qui s'affrontent pour un rôle de numéro un et pour une conception de ce rôle de numéro un, ce qui est encore plus important que le rôle lui-même. Et dans lequel nous-mêmes, Européens, avons forcément notre mot à dire, parce que s'il y a quelque chose, je pense, en tout cas en France, dont s'il y a une vertu, une tradition dont nous sommes porteurs dans le plus profond de nos tripes, c'est bien celle de la liberté. Et c'est bien cette tradition et cette valeur qui est mise en cause par la Chine aujourd'hui. Dans un combat dont l'issue est éminemment destructrice pour l'économie dans les mois et les trimestres qui viennent. Nul ne peut imaginer que ce combat, à un moment où la Chine, effectivement, de toute façon, pour des raisons démographiques, est dans une phase de croissance qui est bien moindre, il est impensable que ce combat n'ait pas de conséquences, d'une part en Chine, en termes de ralentissement très sensible, et d'autre part dans le reste du monde. L'exemple que je vous ai donné de l'Allemagne, qui a été l'un des gros moteurs de l'Europe depuis 10 ans, ces exportations allemandes, est un exemple qui est assez facile à comprendre. Et on voit d'ailleurs les premiers résultats sur les chiffres, les PIB qui sont publiés sur le troisième trimestre, ou les estimations, qui montrent que, effectivement, ces modèles-là, les modèles très exportateurs, Japon, Allemagne, souffrent de ce ralentissement chinois, qui est un ralentissement sensible. Est-ce que les Américains vont être entraînés, ou les États-Unis vont être entraînés dans cet ensemble-là? La réponse est plus ou moins. Les États-Unis sont assez isolés du reste du monde parce que cette consommation des ménages est tellement importante aux États-Unis et que c'est un facteur domestique et qu'il est influencé par des facteurs domestiques qui aujourd'hui se portent plutôt bien. La confiance des ménages est assez élevée, les salaires pour une fois augmentent d'une manière non négligeable, ça ne veut pas dire qu'ils augmentent énormément mais non négligeable aux États-Unis. Donc pour le moment on a effectivement une difficulté à appréhender l'économie américaine et ceux qui disent que la Fed hier a forcément fait une erreur énorme ne se fie qu'au marché, mais pas à l'économie. Quand on ne regarde que l'économie, c'est 50-50. C'est une décision très complexe à prendre.
la Fed peut avoir raison de prendre un peu plus de marge de manœuvre pour le jour où il faudra ordonner au marché avoir cette capacité. Donc vous voyez que j'ai essayé, je ne voulais pas qu'on soit trop long parce que je voulais qu'il y ait des questions, donc je vais m'interrompre là. Je voulais vous montrer un petit peu, avec cette première conférence, cette première réunion, ce que nous, Emmanuel et moi, pensions de ce que pouvait être le débat, comment on pouvait le nourrir, comment on pouvait essayer de soulever ou de souligner ce qui, depuis un certain nombre d'années, a manqué dans la discussion, ce qui a été enfermé. Si vous voulez, par exemple, effectivement, vous faites une réunion devant des banques centrales en disant Keynes est un grand innovateur en matière de monnaie, vous n'avez pas une personne qui va vous croire. C'est pas possible. Et pourtant, aucun n'a lu Keynes sur la monnaie. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont assez particulières. Vous parlez de Marx, c'est quelque chose qui va être complètement oublié. Pourtant, Marx, si vous voulez, vraiment aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est important, c'est le partage de la valeur ajoutée. Regardez l'évolution des bénéfices des entreprises américaines depuis 30 ans en pourcentage du PIB, et vous allez voir que nous ne sommes pas à un niveau record, nous sommes à un niveau absurde. C'est très au-delà de tout ça. Donc, non seulement les price earnings sont assez élevés, mais ils s'appuient sur des bénéfices qui sont très très conséquents. Donc nous avons une problématique aujourd'hui qui est une problématique vraiment importante, absolument passionnante. Je ne vous ai pas parlé du Brexit parce que tout un chacun peut voir aujourd'hui que les choses sont extrêmement complexes. Je ne vous ai pas particulièrement parlé de l'Italie, mais tout un chacun peut comprendre que la situation en Italie est tout à fait particulière. Les Italiens sont assez maîtres de la communication, comme vous avez pu le voir. Ils ont abaissé leur prévision de déficit budgétaire de 2,4 à 2,04. Alors tout un chacun peut s'interroger pour dire 2,04, qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement idiot. Sauf que 2,04 et 2,4, c'est très proche dans la langue. Donc on n'a pas changé grand-chose vis-à-vis du peuple. 2,4. C'est 2,4, c'est 2,4. Voilà, donc plus rien ne change. Voilà, donc merci si vous avez quelques questions, parce que ça permettra de voir un peu, de sentir un peu comment vous réagissez à ces premières informations et vers quoi nous allons pouvoir nous diriger, sachant que beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, beaucoup d'interrogations vont être traités dans le cadre de ces rendez-vous de l'économie politique. Merci infiniment pour votre présence et pour votre attention soutenue.